De 1936 à 1939, l'Espagne est déchirée par la guerre civile. Son gouvernement républicain légitime est contesté par les nationalistes dont, bientôt, le général Franco va prendre la tête. La gauche au pouvoir est divisée entre communistes, socialistes et anarchistes. Les passions sont exacerbées, les familles, les amis se déchirent. Bientôt on prend les armes, chaque parti étant puissamment soutenu par les grandes puissances du moment, l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie d'un côté, l'Union soviétique de l'autre. Mais, en plus des militaires, s'engagent de part et d'autre de simples citoyens. On s'arme partout, on se bat partout. Bientôt, au printemps 1939, les nationalistes prennent le dessus. C'est alors, pour les républicains et leurs familles, une fuite éperdue vers la France. On parle de 500 000 réfugiés. La France n'a rigoureusement rien prévu. À Argelès-sur-Mer, par exemple, où vont arriver un grand nombre de ces fuyards, il y a en tout et pour tout un terrain sans la moindre construction dessus. Ce seront les républicains espagnols eux-mêmes qui devront construire des baraquements. Ils y resteront de très longs mois. Les hommes sont accueillis avec suspicion. On se demande s'ils ne vont pas amener le désordre en France. Les femmes et les enfants retrouveront un peu plus vite la liberté, mais au prix d'abandonner leurs maris, souvent en les perdant de vue. Le Val-de-Drôme va accueillir bon nombre de ces réfugiés, des femmes et des enfants d'abord, puis des hommes qui ont, en quelque sorte, la chance qu'avec la mobilisation des jeunes Français pour la guerre qui s'annonce, on manque de bras. Dans le petit village d'Espenel, Mireille Girouin se souvient des récits que sa mère lui a faits de ces événements. C'était un train qui arrivait, il y avait un train de réfugiés espagnols qui arrivait à Valence. Après, ils les ont distribués un peu partout. Dans la vallée, il y en avait, je crois, 300. Entre Valence et Luc, peut-être, ou Châtillon. Oui, et il devait y avoir une organisation. Ah oui, oui, il y avait plein d'associations, tout. Oui, ah oui, c'est ça. Je ne sais pas. Puis il y avait l'État, peut-être. Les gens qui accueillaient, ils devaient être payés. Parce qu'ils faisaient peut-être qu'ils leur donnaient à manger aussi. Combien d'Espagnols arrivent à Espenel? Il y a 28 femmes et enfants. Et la population d'Espenel, c'est 140 personnes. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est ça, c'est que la commune il y avait 140 habitants et il y a 28 personnes étrangères qui se sont installées, qui ont été acceptées et tout. Quand même, ça fait une augmentation de 24 ou 24%. C'est énorme. Des communes socialistes, souvent. Et le maire ici était socialiste. Et quand les femmes, elles ont été hébergées chez des gens qui avaient sûrement pas beaucoup de place. C'était spartiate, les maisons, à l'époque. Personne ne s'est installé à Espenel. C'était que des femmes et des enfants. Ça s'est fini très vite après la guerre civile. Elle s'est achevée dans l'année, au printemps, donc au mois d'avril. Je pense qu'il y en a plein qui sont retournés, moi, à cette époque. Ils ne sont pas restés, elles sont peut-être restées 3 mois à Espenel, pas plus. Et les femmes, quand elles sont arrivées, donc elles étaient remontées à bloc contre le clergé, contre les curés. Et il y avait encore une église qui tenait debout à peine, qui était quand même assez délabrée. Et elles sont allées casser tout ce qui restait, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il y avait, le tabernacle, l'hôtel, il ne devait pas y avoir grand-chose, mais elles sont allées tout détruire. Et ma mère me racontait ça, elle était contente, parce qu'elle était tellement anticléricale. Dans les autres communes, il y en a qui ont trouvé du travail, ça c'est sûr. Il y a eu Saillant, il y a eu, je sais pas, Vercheny, je sais qu'il y a eu Rocoubeau, il y a eu Die. Il n'y a pratiquement plus aujourd'hui de survivants de ces événements, mais leurs descendants essaient de recomposer l'histoire terrible vécue par les leurs et qu'ils leur ont cachée. Ils exhument des archives familiales et toutes sortes de documentation.
Adi, par exemple, avec l'aide de ses filles, Régine Cateau-Courrier a fait un travail monumental qui redonne vie à 2 générations précédentes dans la fureur des temps qu'elles ont vécus. C'est pas mon père, ça. Celle-ci, c'est Albert. 50 ans, je ne me suis pas du tout occupée de ça. Oui, bon, j'ai eu des enfants, et le fait que je ne me sois pas occupée de ça, ça m'a un peu culpabilisée pendant des années, ce qui fait que lorsqu'on a été confiné par le Covid pendant 3 ans, enfin du moins la première année, je me suis dit, bon, cette fois il faut que je m'y mette, que je comprenne pourquoi ils sont venus. Et donc j'ai recherché à ce moment-là tout un tas de documents qui étaient en ma possession, mais que je n'avais jamais ouverts. Voilà, j'ai travaillé sur toutes ces lettres, il y en a 130. Ce sont des lettres que m'a léguées ma mère qui est décédée en 1972. Et donc à l'époque, je n'ai pas pu les lire parce que c'était trop intime. Ce sont des lettres sur 10 ans, de 1939 à 1949. Il y a 130 lettres. De ta mère à ton de père. ma mère à mon père, Adi. Voilà. Maria se trouvait à Monistrol de Calders, leur village espagnol, et Francisco, se trouvait ici à Die, où il était arrivé après 1939. Ce sont donc des lettres qui sont écrites dans ce couple, si on peut dire, qui ne s'est pas vu pendant 20 ans. Ou enfin... Exactement. Pendant 10 ans, non, dites oui, 10 là, ans. Là, il y a eu 10 ans. 10 ans voilà. Et toutes sont en espagnol, puisque sous Franco, le catalan était interdit. Et c'est aussi une des raisons qui a fait que maman a mis longtemps à s'y plonger, puisque leur correspondance était en espagnol pour pouvoir passer la censure. Assaillant, Marcel Carode et son cousin Michel Roda sauvegardent aussi toute la mémoire de ces événements. Je suis parti d'un travail qu'a fait essentiellement Michel, mon cousin, sur l'arbre généalogique, mais en expliquant un petit peu les personnes, ce qu'ils ont fait et tout ça, si vous voulez. Donc j'ai commencé par faire ça, la famille. Après, j'ai parlé de toutes les notes que quand j'allais boire mon cacao à 4 h d'après-midi chez ma tante Élise. C'est que des souvenirs. Après le camp du Vernet, le camp j'y suis allé, il n'y a plus rien du tout. Il fallait tout assembler, tout ce que mon père avait dit, tout ce qu'on avait écrit dessus sur mon père, tout ce que ta maman m'avait dit, tout ça, il fallait tout le mettre. Et après, pourquoi est-ce que j'ai fait des recherches sur le pont de Balaguer? Parce que c'est de fil en aiguille, parce que t'as, je sais pas comment dire, une chose en entraîne une autre. Je sais pas comment expliquer, c'est un besoin. Il y a des choses, il ne faut pas les chercher à les expliquer, mais... vous les ressentez. Il nous reste de ces événements de très nombreuses photographies, notamment du fameux photographe espagnol Agustí Centelles, qui se trouvera lui-même enfermé dans un des camps français et qui réussit à y faire entrer un appareil de photo et des pellicules. Regardez bien cette photo. L'homme en deuxième position derrière le gendarme, qui porte une valise sur le dos, est le grand-père d'un habitant de la petite commune dromoise de Beaufort-sur-Gervanne. Bien sûr, celui-ci, Florent Costa, a lui aussi voulu reconstituer cette histoire familiale. D'abord, j'ai essayé de scanner toutes les photos familiales, parce que derrière, il y a mon grand-père indiquait tout, écrivait. Il était photographe aussi, mon grand-père amateur. Donc il écrivait tout derrière, donc c'est des traces incroyables. J'ai scanné aussi beaucoup de cartes postales, parce qu'il y a eu des échanges avec la famille, vous voyez. Et ces cartes postales, elles ont l'avantage d'être datées. Précisément, donc j'ai fait des découvertes. Donc par exemple, ma grand-mère, elle est retournée avant la mort de Franco.
Mon grand-père, lui, non. Il pouvait pas, il était sur les listes des recherchés. Et puis, je me suis procuré toutes les photos qui pouvaient vraiment évoquer le camp de Bram. Et puis des choses incroyables. J'ai par exemple le courrier de l'officier qui commandait le camp. Je ne tolérerai pas que des réfugiés suspects venus demander un refuge hospitalier en France profitent de ces malheurs pour tenter d'aller semer le trouble dans le pays. Quand vous voyez le camp, donc voilà, pour lui, des gens qui veulent sortir du camp, c'est des suspects qui veulent mettre le trouble en France. Ça résonne quand même aujourd'hui. Ils ont été bien accueillis. Bon, il y en a quelques-uns qui ils étaient comme ouvriers agricoles, ils ont été exploités, bon, c'est clair. Logés, mon père, dans des conditions au début peut-être un peu catastrophiques, mais après il y a des personnes qui les ont aidés. Je sais que mon père était bien vu par... Ceux qui les ont fait venir les ont aidés. Après, il y en a qui les ont utilisés, c'est clair. Moi, je sais qu'il y avait un monsieur Chambrier, c'est la génération d'avant, qui lui avait donné son fusil de chasse. Pour qu'un chasseur donne à un autre, un Espagnol, son fusil de chasse, il tient, c'est que vraiment il avait à la bande, quoi, comme on dit. Si, ils ont été bien accueillis, globalement. Même si certains, surtout au début, bon, c'était de la main-d'œuvre qui était facile. Ma mère étant française, on a toujours parlé le français à la maison, pour ça que je ne parle pas un mot d'espagnol. Bon, c'est vrai, non, jamais non. Il est retourné dans son pays longtemps après, quand Franco était mort et qu'il savait qu'il pouvait retourner dans son pays sans problème. Tes parents, ils sont retournés? Ils se sont retournés une fois, mais longtemps après la mort de Franco et pour voir leur famille. Et même quand ils allaient dans leur village, ils n'étaient pas à l'aise. Ils pensaient que les gens qui étaient restés les regardaient en disant ils sont partis, ils ont eu la vie facile en France. Enfin bon, non, non, leur vie était en France. Ça, c'est très très clair. Oui, Félix Germain, là, Carmen, t'as vu? Félix Germain. Regarde celle-ci. Mes deux parents viennent du même endroit, Catalogne, la région de Barcelone. Ils sont tous les deux nés dans le même village, dans un monde complètement différent. Mon père était aussi d'obédience communiste, révolutionnaire, enfin, dans une famille qui est devenue républicaine vraiment par conviction. Et ma mère, elle, était dans une famille catholique, pratiquante. Bon, enfin, les deux extrêmes. Moi, j'ai toujours grandi dans une famille où on était français. Et où ce passé militant, dur, avait voulu être oublié par mon père. Enfin, oublié, mis de côté. Ils ont voulu, dès leur arrivée en France, je dis bien dès leur arrivée en France, il a compris qu'il ne retournerait pas en Espagne. Et donc, après moult et moult tergiversations, il a réussi à faire venir celle qui était sa fiancée là-bas depuis plus de 10 ans. Étant donné qu'il l'avait complètement mis de côté, il fallait que moi, je comprenne pourquoi il l'avait mis de côté. Et pourquoi nous, moi et ma famille, enfin moi je n'ai pas de frères et sœurs, mais j'ai vraiment grandi dans une famille française, d'autant qu'ils étaient tous les deux commerçants, enfin coiffeurs, et en étant coiffeurs, ils avaient une clientèle qui parlait français, et chez nous, on parlait français, et on a vécu, toute ma vie, j'ai vécu avec cette idée qu'on était français et pas du tout espagnol. D'autant qu'en étant catalan, on est encore des Espagnols un peu différents. Les réunions de famille sont très drôles, entre ma maman qui parle catalan avec ses cousines, mon papa qui est français, qui comprend un petit peu le catalan avec la force des années, mais qui le parle très très peu, et mes sœurs et moi qui parlons tout espagnol,
Parce que nous l'avons appris à l'école. C'est au sud de Lérida, donc c'est l'Aragon, mais pas loin de la Catalogne. Voilà, à 10 km près, c'est la Catalogne, c'est entre Aragon et Catalogne. Ils parlaient une langue qui est un patois valencien. Donc c'est ni l'espagnol ni le catalan. Je pense que c'était une région qui était plutôt républicaine, mais il y avait aussi des gens riches, des propriétaires. Déjà, ils étaient dans une région républicaine et ils étaient du côté des pauvres. Donc, des pauvres, hein. Donc ils étaient du côté de... Voilà. Ils étaient très pauvres. Notre grand-père, que toi tu as plus connu, notre grand-père était parti un certain nombre d'années, immigré en Argentine. Il était parti... En laissant femme et 6 enfants, en disant je vais gagner ma vie en Argentine. Il est parti 4-5 ans, il a vécu on ne sait pas quoi. On dit toujours qu'on a des cousins argentins, mais on ne sait pas. Et ils ont payé le voyage de retour parce qu'il avait... Et non seulement il n'avait pas fait fortune, mais il avait plus d'argent pour rentrer. Et il a dit en arrivant, fanfaronnant, j'avais plein d'argent, mais sur le bateau on m'a volé ma valise. Donc il pensait aller faire fortune en Argentine. Ils sont obligés de passer. Ils sont poussés à partir dessus, les avions. Ça c'est clair. Mais ils passaient, eux, dans un esprit en disant on vient, on se requinque un peu, on garde les armes et on y retourne. Ils ne venaient pas pour rester en France. Et mon père a toujours dit ça. Il a dit nous on venait, on prenait des forces et on y repartait. Et par contre, ils ont été désarmés, etc., encadrés comme rouge. Moi, mon père, avec ton père, ils sont arrivés en 39, en février 39. Hein. En France, mais pas à Vercheny. Ils ont franchi la frontière vers Pont-Madame. Ils sont restés une semaine accrochés au flanc de la montagne. Il y avait de la neige. Mon père avait été pieds nus. Et ils avaient le débrouille. Ils étaient aguerris. Comme on dit dans notre patois, ils choupignaient. C'était tout détrempé, si vous voulez. Ils choupignaient la terre, ils la tassaient bien. Et avec les couteaux, ils coupaient des briques. Ils montaient des petits murets. Et chacun avait une couverture, pas deux, une, à condition de ne pas te faire voler la couverture. Et ils couchaient à 4 dans ces petites cagnards, recroquevillés dessus, et il y a 2 couvertures qui servaient à faire le toit, et 2 couvertures pour se... Mais ils ont survécu dans des conditions abominables. Après le camp de concentration. Après ils sont partis au camp du Vernet. Bon ben là, mon père, il a été bien aidé par ton père. Oui. Il y a à force de boire du lait, la maladie, comment ça s'appelle? La fièvre de Malte. La fièvre de Malte, il a manqué d'y passer, quoi. Ah. Le camp de concentration, mon père disait que c'était presque le pire, de Vernet d'Ariège. Donc ils ont reconstruit leur petite cagnade, comme ça, en Chopignan, et ça a duré pendant, ils ont vécu là-dedans pendant peut-être 3 mois. Et après ils ont fait des bâtiments un petit peu plus décents avec du bois. Le gouvernement français a débloqué quelques crédits. Et après, il est venu à Vercheny, et là, du coup... Ben, après, ouais, il y a une demande pour des ouvriers agricoles, et comme la famille était déjà à Vercheny... Il est arrivé à Vercheny. Mais là, ils étaient placés ouvriers agricoles. Moi, mon père, c'était en Ariège, toi, c'était à Vercheny. Mon père était avec son père à l'armée. Et dans le camp de concentration? Son père a eu les fièvres de Malte, il ne pouvait plus écrire ni rien, et c'est mon père qui donnait des nouvelles à sa famille. Voilà. Et c'était ma mère, à l'intello de la famille, qui répondait. Donc ils ont correspondu pour donner des nouvelles d'Amad. Et mon père, en 44, en 43, il est venu pour se marier. Comme il avait correspondu avec ma mère, il a continué. Il est venu avec un vélo, une petite valise en carton, un costume dedans. Il venait se marier avec une jeune fille qu'il avait connue dans son village quand elle avait 15 ans et qu'il n'avait pas revue depuis 5 ans. Ah, parce que... Ils étaient du même village. Ils se connaissaient... Comme ça. Comme ça. Les 2 familles se connaissaient, puisque mon père et son père étaient ensemble dans le village, à la même école et tout. Mais ils ne dansaient pas dans le même salon, je vous disais, parce que ma mère allait chez les riches, parce que sa sœur allait chez les riches, et mon père allait chez les communistes. Ils ne dansaient pas ensemble, donc il la connaissait très peu. C'est par la correspondance que ça s'est fait. Ici, vous avez mon grand-père, François Cateau, et donc Maria Molas qu'il a épousée en 1949. À Die, le mariage a eu lieu à Die.
Ils se sont attendus 10 ans Roméo et Juliette, après la guerre. Mais il y avait déjà 10 ans qu'ils se fréquentaient avant. Donc ils se sont attendus 20 ans en tout. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à se fréquenter à 18 ans et ils se sont mariés à 24 et 28 ans. Non, plus que ça. Ta mère avait 35 ans quand elle t'a eu. Ah oui, oui, ils sont mariés à 34 et 38 ans. 34 et 38 ans. C'est vraiment comme vous oui, dites. Mais ça, c'est Roméo et Juliette, ça, et figurez-vous qu'ils se sont rejoints, ils se sont retrouvés clandestinement à Andorre, à un moment où elle était encore en Espagne et mon grand-père était ici en France. Donc en fait, ils se sont retrouvés clandestinement avant de pouvoir, je me permets maman, avant de pouvoir, via un faux papier fait par le curé de leur village, qui déclarait qu'ils étaient mariés religieusement alors que c'était faux, et ils ont pu prétendre au rapprochement familial. Ce qui a fait qu'elle a obtenu ses papiers pour venir. 49. Et donc en 1949, mon grand-père Francisco est allé chercher Maria sur le quai de la gare de Cerbère, je pense. Et elle est venue en France en 1949, ils se sont mariés et ils ont eu la petite Régine. Lorsqu'il était dans les camps de concentration en France, il s'est échappé de Gurs parce qu'il ne voulait pas rester dans les conditions dans lesquelles ils étaient. Il a réussi à s'évader et en s'évadant, il est allé directement dans les endroits où il y avait les autres républicains, c'est-à-dire la région de Bordeaux, vers Toulouse. Et à ce moment-là, il s'est engagé avec les Français. Ça a été sa position de tout de suite faire partie, puisque ça correspond au début de la guerre en France. Et donc il s'est engagé avec l'armée française. Et là, par contre, il est parti à Montargis. Et puis ensuite, il était rentré dans la résistance ici, dans la région de la Drôme. Pourquoi est-ce qu'il vient ici? Parce que ses parents sont ici. Monsieur et Madame Cateau, donc Jaume et Pepa Cateau, sont rentrés début février 1939. À Argelès aussi, ils ont fait le chemin de la retirade, à pied bien sûr, et dans le froid et avec les bombardements. Et une fois rentrés à Argelès, étant donné que c'était déjà les premiers, on les a mis tout de suite dans un car, dans des camions entassés jusqu'à Nîmes. Et à Nîmes, on les a chargés dans des trains jusqu'à Valence. Et une fois à Valence, on les a rechargés de train pour remonter la vallée de la Drôme. Et on les a débarqués à Recoubeau, la petite gare de Recoubeau en Diois. Et là, eh bien, on les a accompagnés au couvent, enfin ce qui était un ancien couvent. Et dans ce couvent, il y avait quelques lits qui étaient plutôt des litières avec de la paille. Et c'est là qu'ils ont dû faire leur vie après. Ils étaient là pour essayer de trouver du travail. Et donc, tout de suite, en février 1939, ils sont arrivés dans la Drôme avec 2 de leurs filles. Mes grands-parents avaient eu 8 enfants, et il y en avait 2 qui étaient avec eux au moment de la retirade, donc les 2 filles. Les 4 garçons étaient à la guerre, et les 2 premières étaient déjà décédées, toutes petites. Donc ces 2 filles sont venues avec eux à Recoubeau, et de Recoubeau, mon grand-père a trouvé très rapidement du travail à Die. Donc lui, il était coiffeur. Donc en étant coiffeur, il a trouvé du travail dans un salon de coiffure à Die chez Madame Mestan. Et c'était dans la rue du Maréchal Pétain. Donc il a travaillé là pendant quelques années, et sa fille a trouvé du travail comme serveuse au Café de Paris de Die, qui était tenu par monsieur et madame Entresangles. Et ces gens-là l'ont beaucoup aidé pour apprendre le français, parce que leur leitmotiv à toute ma famille, c'était apprendre le français très rapidement pour s'intégrer. Est-ce qu'ils vivaient un peu entre Espagnols? En famille. Ils avaient une famille, ils étaient 5 frères et sœurs en France. Avec, voilà, moi, ce que j'ai ressenti. Aider mes parents vers Cheny, aider à Die, s'aider les uns les autres. Mais avec les autres Espagnols, pas plus que ça. Et moi, mes parents parlaient les 2 espagnols, mais avec... ce que disait toujours ma mère, nous on n'a pas appris l'espagnol bien, on a appris un patois. Donc on ne connaît pas l'espagnol, donc on ne saurait pas vous apprendre l'espagnol, donc elle a décidé, elle m'a toujours parlé français. Il n'y a que quand la famille venait qui parlait entre eux espagnol. Il y en a qui se sont engagés dans la résistance. On se dit à la limite, ils auraient pu dire, bah, c'est notre affaire. Hein, je pense. Hein, et alors, comment vous voyez ça? Pourquoi ils se sont engagés dans la résistance? Ah, parce que c'était des républicains, qui étaient plus forts qu'eux.
Ils avaient connu la guerre d'Espagne. Moi, je vois tous ceux que j'ai entendu parler. Le cousin Michel, c'était un républicain. Faut voir, ils ont tous un périple qui n'est pas possible. Le cousin Michel, tous, ils avaient. Antonio aussi. Mon père n'était pas politique, mais les autres étaient politiques quand même. Si. Ils ne pouvaient pas être fascistes en France. Il parlait beaucoup d'anecdotes, mais il n'y avait pas de fond, il n'y avait pas de volonté de raconter. Ma mère disait toujours il y a beaucoup de souffrance et c'est mieux que vous ne sachiez pas. Elle n'avait pas envie de s'épancher là-dessus, sur le fond vraiment. Il y a des choses qui sortaient sur l'église, sur ce qu'on leur avait fait, mais... Dans le récit familial, est-ce que l'on garde un sentiment d'aigreur, de regret vis-à-vis de l'attitude de la France? Alors, du côté de mes grands-parents, de mon père, de mon oncle, pas du tout. Moi, je sais que le dieu de mon père, c'était l'instituteur. Monsieur Bourrel, c'était l'instituteur de l'école du village. Non, du côté de mes grands-parents, enfin de la génération qui est arrivée, pas du tout, au contraire. Par contre, du côté de ma génération, et moi en particulier, je ne voudrais pas parler de mon cousin ou d'autres, là oui. Parce que eux ont baissé la tête, bon peut-être parce qu'ils avaient vécu, voilà, ils ont été déracinés. C'est vrai aussi que pendant des années, ils ont attendu la mort de Franco, persuadés qu'une fois que Franco serait mort, ils pourraient retourner chez eux, donc c'était provisoire. Et en fait, ils y sont effectivement, juste après la semaine qui a suivi la mort de Franco, ils sont retournés à Lérida pour se rendre compte que tous leurs biens, leurs maisons, etc., avaient tout été attribués ou à des membres de la famille, qui eux étaient restés et donc avaient joué le jeu du système, ou même à des employés à eux. Vous voyez, donc ils n'avaient pas du tout d'aigreur par rapport à la France et à l'accueil de la France. Hein. Non, jamais je n'ai entendu le moindre, même plaisanterie ou autre. Par contre, ils en voulaient un peu aux Alliés de ne pas avoir libéré. Enfin, je sais que mon père et mon oncle en parlaient parfois en disant mais les Alliés s'étaient engagés ensuite à aller libérer l'Espagne, ils ne l'ont jamais fait. À l'automne 1944, des milliers de républicains espagnols vivant désormais en France tentent une expédition en Espagne par le Val d'Aran, espérant déstabiliser le régime franquiste. En vain. Les troupes alliées stationnées en France ne les soutiennent pas. Parmi ces guérilleros, plusieurs républicains vivant désormais en Val-de-Drôme, dont des membres de la famille Carod et en particulier Benito Carod, qui s'est fait remarquer dans la résistance pour son courage. L'expédition fut un désastre. On a compté plus de 600 morts. Mon père ne voulait pas parler de cette période-là. Il avait tourné la page et il avait créé une affaire à dit. Et chez lui, tout le monde était bien accueilli, que ce soit les communistes, ou que ce soit le curé, ou que ce soit les protestants. Surtout ceux qui jouaient au tiercé, ils étaient encore mieux accueillis dans le salon de coiffure où ils confondaient souvent cheveux et chevaux. Il est mort en quelle année? En 77. Et elle décédait peu avant. Et on avait la télévision, hein, puisque j'étais revenu travailler avec Alain. On avait la télévision, puis on suivait vraiment que c'était à la fin, il a eu une agonie qui a duré médiatisé en plus, ouais. Il était peut-être mort et personne ne le disait pas, quoi. Et en ramenant un voyage de la vigne, puisque je ramenais le... Tu conduisais le tracteur? Le tracteur pour... Pendant que les autres en danger, toi tu conduisais le tracteur? Je conduisais le tracteur, et c'est là que j'avais appris que El Caudillo, c'est-à-dire quoi? C'est le chef, ça? Caudillo, c'est ce que... C'est le titre de France. El Caudillo, c'est Está muerta. On est retourné, comment vous dire, nous on est nés ici, on est retourné, nous il n'y avait aucun problème pour aller en Espagne. Hein. Mon frère s'est marié avec... Créma qui était espagnol, nous il n'y avait aucun problème. L'Espagne c'était pas notre pays, c'était le pays de notre père. Moi j'avais besoin de savoir ce qu'il avait vécu, mais c'était
Moi, je me suis toujours senti français. Hein. Je suis français. Mais c'est vrai que son frère aîné, quand on est allé avec ma sœur, ma sœur y est allée, le plus âgée aussi, est allée travailler 6 mois, et son frère est allé la voir, et on a une cousine qui était du même âge, et il a rencontré la copine de sa cousine, il s'est marié avec une fille du village de là-bas, enfin, l'Alcanis qui est à côté, quoi. Donc il a une belle sœur qui est espagnole, ça a rebouclé quand même. Hein. On a une cousine qui est... Et un cousin qui est décédé maintenant, le cousin, avec qui on avait on a gardé des liens. Ben, sur les 6 enfants qui étaient de nos parents, il y en a une des filles qui était amoureuse d'un guardia civil dans le village. Et donc, quand la révolution s'est faite, elle était plutôt côté guardia civil. Notre oncle donc, était en prison parce que c'est les républicains qui tenaient le village. Mais quand ça s'est délité, il a su que ça allait mal se passer, et il a dit à sa future femme, tes frères sont sur la liste, il faut qu'ils quittent le village. Donc cet oncle guardia civil a fait que toute notre famille est partie à Barcelone avant qu'il se fasse arrêter. Et elle a toujours vécu là-bas, elle a gardé la maison du village, elle a gardé une partie des terres. Donc on a des cousins germains qu'on est allé voir, qui sont pour nous des cousins. Il n'y a vraiment rien de politique là-dedans. On ne les ressent pas comme franquistes, même si leur père était du côté de Franco. Moi, tout ce que je le sais par ma maman, et qui savait les choses par sa grand-mère. Donc c'est beaucoup de transmission orale. Hein. Et pour vous, c'est important? Pour moi, c'est important parce que je pense que par les temps qui courent, on se rend compte que nos racines sont plus qu'importantes. Et quand j'entends, excusez-moi, je vais faire un lien avec la politique, mais quand j'entends nous les Français aujourd'hui, ça me fait faire des bonds, parce que moi je suis française, et je pense que je suis française, mais faite de tout ce qui a fait nos racines. Et mes racines, c'est mes grands-parents qui ont traversé les Pyrénées à pied. Et je pense que c'est important dans le monde actuel de le savoir. Je suis à un âge où je suis capable de recevoir cette transmission de ma maman. Ouais, il y a 20 ans, j'en étais probablement pas capable. Mais je pense que c'est indispensable pour les jeunes générations de savoir que tous, on a un passé et tous, on a une histoire familiale qui ne se borne pas aux frontières de la France. Mais moi, j'ai fait ça pour mes enfants et mes petits-enfants. Je n'en ai que 2. Alors, j'ai travaillé pendant 2 ans là-dessus pour essayer de leur transmettre un document qui leur racontera l'histoire de la famille. Et puis nous aussi, avec ma sœur, on lui a apporté, parce que ces lettres qui étaient en espagnol, l'espagnol, ma maman ne le parlait pas. Donc en fait, on l'a aidé à traduire. Et c'est quelque chose qui a un échange et un aller-retour. Alors pas sur tout, hein, maman a beaucoup travaillé seule sur à la fois des lettres en catalan, qu'elle parle, à la fois des lettres en espagnol, puisque le catalan était interdit. Et donc du coup, c'est vraiment un échange, un énorme travail de fond, de recherche documentaire de maman, mais aussi un échange parce que moi j'ai cherché à creuser des anecdotes parfois en lui disant mais dis-moi, ça tu m'as expliqué mais je suis pas au courant. Elle me parle de gens que j'ai connus dans mon enfance, des gens qui ont disparu aujourd'hui. Je dis mais pourquoi ces gens ils venaient nous voir? C'était des gens d'Espagne qui venaient, nous on les voyait quand j'étais enfant, ils nous parlaient en catalan. On se parlait un peu avec les mains, mais on se parlait. Et je trouve que c'est un exercice de transmission qui est très riche. Oui. Ces témoignages, ça me bouleverse quand même, de me dire, j'imagine mon grand-père. Mon grand-père, c'était un monsieur voilà, qui aimait ses chats, qui était toujours calme, toujours... Et l'imaginer dans les conditions qu'on voit à travers ces photos, sans nouvelles de sa famille pendant 9 mois, je me dis, on perd tout. On a dû renoncer à sa vie, on se retrouve parqués comme des animaux, parce que je pèse mes mots. Si vous voyez avec les photos, c'est bien net. Et encore, c'est pas le pire camp. Hein. On n'est pas à Argelès ou autre. Il n'y a pas 17 000 morts par dysenterie, malaria. Parce que sur les 450 000, moi c'est un chiffre, j'en parle avec mes enfants, vous le disiez tout à l'heure, pour qu'ils comprennent les choses. Parce qu'on parle aujourd'hui avec l'actualité des migrants, de l'Ocean Viking et tout. Mais sur les 450 000 réfugiés qui arrivent en février 39, début février, 17 000, d'après les estimations, vont mourir
de maladies, de dysenterie, de malaria. 17 000. Pépa lui disait toujours plus jamais ça, l'exil sur les routes. Et qu'est-ce qu'on a fait il n'y a pas plus loin que 6 mois? Tous ces Ukrainiens qui ont été renvoyés sur les routes, c'est plus de 80 ans, presque 90 ans après l'histoire de ces Espagnols. Et c'est la même chose, et on recommence encore et encore. On n'apprend rien. On another front, loyalists are moving into position in preparation for an important attack.